Bonjour à tous, dans cette vidéo, voire même ces vidéos, je vais vous parler de toutes les histoires qu'il y a autour de la mystérieuse maison d'Amityville qui est soi-disant hantée, voire maléfique. Même si vous n'êtes pas intéressé par le paranormal, il y a beaucoup de chances que vous avez déjà entendu parler de cette maison, puisqu'elle est en lien avec de nombreuses affaires paranormales et criminelles très connues. Commençons par le commencement. La maison d'Amityville est une grande maison de style colonial hollandais et elle a été construite en 1924. Elle est située au 112 Ocean Avenue à Amityville, dans un quartier pavillonnaire. D'ailleurs, des maisons comme celle-là, il y en a plein le quartier. Donc quand on passe dans cet endroit, on ne pourrait même pas y prêter attention. Évidemment, si l'on ne connaît pas les sombres histoires qu'il y a eu. Je l'ai oublié de le dire, Amityville se trouve dans l'état de New York, à Long Island, dans la banlieue new-yorkaise à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Manhattan, pour être le plus précis possible. Comme ça, vous voyez à peu près où c'est. De 1924 à 1964, l'histoire de la maison n'est pas très connue. Apparemment, ce serait la famille Monahan qui l'aurait fait construire en 1924. Les résidents étaient une famille de 6 personnes, alors une demeure de cette taille les convenait bien, vu qu'elle était grande et avait 3 niveaux. Des années après, chacun des 2 parents vont mourir de causes naturelles et vont donc laisser cette maison à leurs enfants. Une de leurs filles va donc y vivre avec son mari et ses enfants jusqu'en 1960, où ils vont décider de vivre ailleurs. Cette maison sera ensuite vendue à un couple, la famille Riley ou Riley. Ils vont y vivre pendant 4 ans et demi jusqu'en juin 1965. Ils ont quitté cette maison tout simplement puisqu'ils divorçaient. Ces 2 voire 3 familles qui ont résidé dans cette maison ne semblent pas avoir vécu d'expériences traumatisantes. En 1965, Ronald et Louise Defoe ou Defeo achètent cette maison et y emmènent naturellement leurs 5 enfants. Ronald Jr. 14 ans, Dawn 9 ans, Allison 4 ans, Mark 3 ans et John qui n'avait que quelques mois. Donc comme vous le voyez, une grande famille emménage dans cette maison. Le père de famille était directeur général de la concession Brigante Carl Buick à Brooklyn. C'était à une cinquantaine de kilomètres de la maison, donc il ne pouvait pas toujours être là avec ses enfants. Par contre, sa femme Louise était mère au foyer, donc c'était un peu elle qui s'occupait de la maison, si on peut le dire comme ça. D'après certains articles, tout n'était pas si parfait dans cette famille, puisque Ronald le père était quelqu'un de très autoritaire et avait souvent des relations tendues avec son fils aîné. Ce dernier a même dit qu'il s'est déjà fait battre par son père. Quelques années plus tard, au début des années 1970, la situation familiale est restée à peu près la même. Ronald Jr., qui avait à présent la vingtaine, fréquentait une fille et faisait parfois des petits boulots sans vraiment être passionné par ça, mais bon, ça peut se comprendre. Pour l'aider, son père le fait travailler dans son entreprise pour qu'il ait un travail plus stable, mais il est toujours loin d'être satisfait et heureux. En réalité, c'était quelqu'un d'assez instable et il commençait aussi à se droguer. Sans surprise, ça n'a pas arrangé les choses, vu qu'il avait un comportement de plus en plus dangereux. Il commençait à voler par exemple, parfois même sa famille, peut-être pour se payer de la drogue, on n'en sait pas trop. Il était par moments menaçant, même avec ses parents, et c'est aussi arrivé qu'il menace son père avec une arme à feu. Donc l'ambiance à la maison n'était pas toujours géniale. Le soir du 12 novembre 1974, Ronald Defeo Jr. reste à la maison. Il a prévu de passer une grande partie de son temps à regarder la télévision. Quelques heures plus tard, peu après 3 heures du matin, le 13 novembre 1974, le reste de la famille dort et Ronald Jr. se réveille devant la télé, puis monte dans sa chambre. Il commence à prendre une carabine qui était rangée. C'était une carabine Marlin ou Marlin modèle 336, de calibre 35 pour être précis. Il prend donc cette arme dans sa chambre. Et vers 3h15, il commence à tirer sur ses parents qui étaient en train de dormir. Puis il est parti voir ses frères et sœurs et les a tués pendant qu'ils dormaient tous dans leur lit. Chacun a reçu une balle qui leur était fatale. En quelques instants, il avait tué 6 personnes et tous étaient des membres de sa famille. Le chien qui était dehors a aboyé pendant les coups de feu, mais aucun voisin ne semble les avoir entendus puisque personne ne s'est dirigé vers la maison. Ce qui est étrange vu que c'est un quartier pavillonnaire, donc plusieurs maisons se trouvent à proximité. Aucun silencieux ni rien d'autre n'a pu atténuer le bruit des coups de feu. Tout ça est un peu bizarre. Après avoir commis les crimes, Ronald Jr. décide de prendre une douche, puis il va faire disparaître tous les vêtements qu'il portait juste avant. Pendant plusieurs heures, il ne se passa rien de spécial, Ronald Jr. faisait comme si de rien n'était,
et le matin il est parti travailler comme d'habitude. Pendant la journée, parfois quand il était au travail, il essaya plusieurs fois d'appeler ses parents, mais sans surprise, ça ne répondait pas. En fin d'après-midi du 13 novembre, Ronald Jr. revient dans la maison, puis en ressort peu de temps après. Ensuite, il va dans le Henry's Bar, qui se trouvait non loin de la maison. Il rentre et crie « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués ». Il retourna dans la maison, accompagné de plusieurs personnes qui étaient là dans le bar. Ils vont tous rentrer dans la demeure et vont sans surprise découvrir les cadavres qui se trouvaient dans les chambres. Vers 18h30, un des hommes qui était sur place appela la police pour dire ce qu'il avait découvert, lui et ses amis. En même pas 10 minutes, la police va arriver et va découvrir la scène de crime. Ronald Defoe Jr., qui apparaissait comme le seul survivant, évoqua quelques pistes. Par exemple, il disait que ça pouvait être lié à une affaire de mafia. Sa famille aurait apparemment reçu des menaces. Il avait même donné un nom, Tony Mazzeo ou Louis Fallini, ça change selon les versions. Ce serait un tueur à gages et ce serait lui qui aurait tiré sur la famille DeFeo. Le fils aîné a ensuite été emmené par la police, pas parce qu'il était suspect, mais parce que c'était trop dangereux pour lui de rester dans la maison puisqu'il apparaissait encore comme le seul survivant. Il était possible que quelqu'un revienne le tuer. Mais bon, il va être questionné aussi, vu que c'est la seule personne qui pourrait apporter des informations sur les meurtres. Pendant ce temps-là, le principal suspect, le soi-disant tueur à gages, a été interrogé lui aussi, mais il n'a pas pu commettre les meurtres, il avait un alibi solide. On est sûr qu'il ne pouvait pas se trouver dans la maison aux heures des meurtres. Et il n'avait pas de mobile non plus, donc cette piste a été écartée. Ronald DeFeo Jr. devient alors de plus en plus suspect. Il est interrogé pendant des heures par la police. Rapidement, les policiers vont se rendre compte qu'il change un peu trop de version et qu'il ment à un moment ou à un autre, tout ce qu'il dit n'a plus trop de sens. Ne sachant plus trouver d'autres explications logiques, Ronald DeFeo Jr. avoue les 6 crimes, donc celui de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. Ensuite, il raconte aux policiers tout ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Donc il regardait la télé, s'était endormi puis se réveille, monte dans sa chambre, prend la carabine, puis tire sur tous les membres de sa famille l'un après l'autre. Il a dit qu'une fois qu'il avait commencé, il ne pouvait plus s'arrêter. Je pense qu'il voulait dire aussi que les personnes qu'il voulait tuer en priorité étaient ses parents et que ses frères et sœurs étaient secondaires. Mais une fois qu'il avait commencé, il fallait comme terminer le travail, si je peux dire. Ensuite, il raconte qu'il avait pris un bain, puis s'est débarrassé des vêtements qu'il portait pour cacher les preuves. Ensuite, il raconte qu'il est parti au travail comme d'habitude pour ne pas éveiller les soupçons. Donc en gros, il avoue les meurtres, mais concernant les motivations, on n'a toujours pas de réponse. 10 mois plus tard, le 22 septembre 1975, il a une première audition en présence d'un avocat. Il raconte à nouveau la même version des faits, qui est sûrement la vraie. Par contre, il en dit quand même un peu plus, puisqu'il avoue que la nuit des crimes, il aurait entendu des voix. Ce serait le diable qui lui parlait et qui lui aurait ordonné d'attraper et de tuer sa famille. Il disait aussi que ses parents complotaient contre lui. Les psychiatres qui étaient là pour sa défense affirmaient que c'était un acte de folie, qu'il avait parfois des troubles dissociatifs, il souffrait probablement d'une forme de schizophrénie. Les psychiatres en sa faveur disaient qu'il avait vécu les meurtres plus comme s'il avait été le témoin que s'il avait été l'investigateur, donc le meurtrier. Et en plus, si cette nuit-là, il était sous l'emprise de drogues puissantes comme du LSD ou de l'héroïne, ça pouvait empirer les choses et ce serait à cause de tout ça qu'il aurait décidé de tuer toute sa famille. Par contre, les avocats et experts contre lui disaient que même s'il était sous l'emprise de drogue, il fallait qu'il ait une personnalité antisociale ou psychopathe pour qu'il puisse commettre tous ces meurtres de sang-froid. Et surtout, il disait qu'il était conscient de ses actes. Ça semble assez logique puisque même plusieurs heures après le drame, il a toujours réussi à garder son sang-froid. Il se n'est jamais remis en question, que ce soit pendant ou après les meurtres. Après, ce n'est que mon avis, ça ne vaut peut-être rien du tout. Donc Ronald DeFeo Jr. a officiellement été reconnu coupable le 21 novembre 1975 et il a été condamné le 4 décembre 1975 pour les 6 meurtres. Et un meurtre entraînait 25 ans de prison, donc je suppose qu'il a été condamné à 150 ans de prison, donc à la prison à vie on va dire. Et il a vraiment été en prison, on ne l'a jamais mis dans un hôpital psychiatrique vu qu'il a été déclaré comme responsable de ses actes. Même si l'on a reconnu qu'il était conscient de ses actes, le mobile reste inconnu. Pour les enquêteurs, c'est peut-être une histoire d'argent. Apparemment, il pourrait toucher l'assurance vie de son père si ce dernier meurt.
Ou peut-être qu'il en pouvait plus de sa famille. Quand on voit son histoire, on a l'impression qu'il détestait son père, donc ça vient peut-être de là. Mais finalement, on ne connaît toujours pas le mobile exact. Je ne sais pas si ces questions ont été évoquées au procès, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Pour commencer, les 6 victimes ont été retrouvées allongées sur le ventre. Et pourtant, les corps ne semblent pas avoir été bougés après leur mort. Ce que je veux dire, c'est que c'est étrange que toutes les victimes étaient dans la même position pendant qu'ils dormaient. Ça pourra paraître être un détail pour beaucoup de monde, mais moi je trouve que c'est une coïncidence troublante. Ensuite, on ne sait toujours pas pourquoi aucun des voisins n'a entendu de coups de feu cette nuit-là, alors que le chien qui a aboyé a été entendu par quelques voisins. Mais des aboiements ne font pas plus de bruit que des coups de feu, donc je ne comprends pas. On ne sait pas non plus pourquoi aucune des victimes n'a eu le temps de réagir, puisque même en allant très vite, tuer 6 personnes une par une dans des pièces différentes avec une carabine, ça prend probablement plusieurs minutes. Quand votre vie est en danger, quand vous entendez des coups de feu dans la chambre à côté par exemple, vous ne restez pas là normalement à rien faire, à rester allongé. Vous essayez de fuir le plus vite possible ou de réagir mais autrement. Mais là, ce n'était le cas pour personne. Ce qui est étrange puisqu'aucun d'entre eux n'était drogué ou a ingéré un produit pour dormir ou je ne sais quoi, et personne non plus n'était attaché. Après, peut-être que dans cette situation, on peut être comme paralysé par la peur et du coup ne plus bouger, mais c'est bizarre qu'aucun des 4 enfants n'ait essayé de réagir pour sauver sa vie. Ça reste une ou des questions sans réponse. À moins qu'une autre personne ait participé au meurtre. Il faut savoir qu'en 1990, Ronald DeFeo Jr. a essayé d'impliquer d'autres personnes dans cette histoire. Mais aucune preuve n'a pu démontrer quoi que ce soit. Surtout que beaucoup de choses ont été inventées par le coupable. Et tous ces récits n'étaient pas trop crédibles. Je crois même qu'il avait impliqué des personnes qui n'existaient même pas. Et pour ceux qui étaient réels, absolument rien ne permettait de dire qu'ils étaient reliés au meurtre de près ou de loin, voire même qu'ils connaissaient la famille DeFeo. Donc pour la justice, ces nouveaux éléments n'étaient que le fruit de son imagination. Ce n'est pas fini puisqu'il avait aussi accusé sa plus grande sœur qui s'appelait Dawn. Il a dit qu'ils s'étaient mis d'accord pour tuer leurs parents mais pas le reste de leur famille. Mais Dawn aurait désobéi et aurait tué les enfants. Puis en découvrant ça, Ronald Jr. l'aurait à son tour tué. Cependant, rien ne semble dire que cette théorie pourrait être plausible. En réalité, tout semblait dire que Dawn n'était bien qu'une victime dans cette histoire. Mais dans tous les cas, qui que ce soit, beaucoup de gens pensent qu'il y a eu un second tueur dans cette histoire, mais depuis 1974, rien ne permet de l'affirmer. Ronald DeFeo Jr. est toujours vivant, il a 68 ans au moment où je fais cette vidéo. Sans surprise, il est toujours en prison dans l'état de New York, dans une prison à haute sécurité, là où on emprisonne les criminels ayant commis les crimes les plus graves. Et encore aujourd'hui, Ronald DeFeo Jr. affirme que ce sont bien au moins une voix qui lui ont poussé à commettre ces meurtres. Il parle de voix maléfiques, peut-être celle du diable. Voilà, cette première partie sur la mystérieuse maison d'Amityville est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout faites bien attention à vous, puisque comme vous le voyez, la vie peut basculer à chaque instant.